Salut tout le monde, aujourd'hui je commence cette vidéo dans la pénombre. C'est pas parce que je tente une nouvelle ambiance lumineuse pour la chaîne, c'est juste qu'en fait j'habite à Lyon et depuis 4 jours on vit dans le noir, volet fermé parce qu'il fait 40 degrés. C'est un calvaire. Là je vais partir courir. Du coup je voulais en profiter et commencer cette vidéo qui va surtout contenir mon débrief de la western par quelques petites recommandations, en tout cas quelques petites habitudes que j'ai pour survivre en tant que coureur pendant la canicule. Je fais ça très vite. Je suis sûr qu'il y aura plein de vidéos détaillées à ce sujet, parce que de toute façon, ça va être une grosse problématique dans les années à venir. Mais globalement, je m'entraîne pas du tout comme avant. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que je fais pas de séance de seuil, je fais pas de séance de côte. Ou alors, si je vais en faire, j'y vais hyper tôt. Mais comme je privilégie le sommeil, et ça c'est le deuxième point, je privilégie beaucoup la récup et l'hydratation, bah en fait s'il faut se lever à 5h30 pour aller courir et faire ma séance de côte alors qu'en fait j'ai dormi 4 heures parce que dans l'appartement il fait 28 degrés la nuit et que j'arrive pas à dormir beaucoup, bah en fait j'y vais pas. L'idée c'est surtout de pas me blesser, de pas me cramer, et quand je vais courir j'essaye d'y aller aux heures les plus fraîches de la journée, c'est-à-dire à Lyon le matin, après c'est terminé, surtout pas en fin de journée, c'est là que la chaleur ressort du sol et que ça devient un calvaire. Donc voilà pour ces recommandations. L'idée, comme je disais, c'est surtout de ne pas me blesser. C'est pas cette semaine-là ou ces 2 semaines-là de canicule qui vont faire ma saison. Mon prochain gros objectif, il est en octobre, avec l'Endurance Trail des Templiers. J'ai une course dans 2 semaines, qui est le 20 juillet, un format 40 km de l'UT4M. Mais de toute façon, j'ai des mariages. J'avais un mariage le week-end dernier, j'ai un mariage ce week-end. Donc je savais que niveau entraînement, je pouvais pas être au top. Donc écoute, on le prend avec philosophie. Cette période de canicule, elle est hard. Mais bon, c'est l'été. On habite en ville. C'est comme ça. Il faut faire avec. Allez, on parcourir. Avant de partir, je voulais quand même vous remercier. Vous faites de plus en plus de commentaires, de retours, de likes. Ma dernière vidéo, enfin pas tout à fait la dernière, mais celle d'avant, a dépassé les 3000 vues. Pour moi, c'est dingo. Pour une chaîne qui a 200 abonnés, c'est dingo. Même pour des chaînes qui ont 5000 abonnés, de faire 3000 vues, c'est bien. Donc je suis hyper content. Cette vidéo, elle vous a plu. Vous avez été nombreux à vous abonner. Continuez. Déjà, ça fait trop plaisir. On va pas se mentir. Et en plus, c'est ce qui me permettra d'éventuellement solliciter des magasins sur la ville ou des marques pour pouvoir vous proposer plus de contenu, parce que vous avez été nombreux à m'écrire soit en commentaire, soit sur Instagram pour me demander si j'avais testé tel ou tel modèle, si j'allais le faire. Donc allez-y, lâchez un petit commentaire, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, ça fait trop plaisir et puis c'est ça qui va m'aider. Allez, on y va. Ce petit ASMR urbain là, quel plaisir. Putain, vivement le mois d'août et la nouvelle maison là pour courir plus que dans les Monts d'Or. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Bref, je voulais profiter de ce footing entre guillemets pour débriefer avec vous la western. D'habitude, les lendemains de course ou les week-ends d'après, je vais courir dans les Monts d'Or avec mon pote Steph. Et en fait, on passe 2 heures à discuter de la course du week-end d'avant. Ce week-end, on n'arrive pas à le faire parce que moi, dimanche, j'étais de mariage. Et puis là, je suis à nouveau de mariage. Donc, je le fais avec vous. La western, bah écoute, comme chaque année, c'était une édition de folie. De toute façon, on dit ça chaque année. Et puis, on dira ça l'année prochaine. Et encore l'année d'après. C'est toujours une course de dingue. Kylian n'a pas gagné. Je sais que je l'avais mis dans mes pronos. Mais bon, c'était un peu le choix du cœur. Ça fait plusieurs mois que je passe mon temps à dire que s'il bat un américain, la western, c'est le plus grand exploit du trail moderne. Il n'est pas passé loin. 8 minutes. 8 minutes, c'est ce qui sépare le top 20. Pas le top 20, le top 3. Et ça, pour le coup, je l'avais annoncé un podium en moins de 14h20. Et Kylian arrive 3ème en 14h19. Donc il m'a pas fait mentir. Merci à lui d'avoir accéléré sur la fin. Parce qu'il a bien rebouché. Je pense que si ça faisait 10 km de plus, a priori, Caleb Olson qui gagne
était dans le dur. Et Chris Myers qui fait 2, idem. Donc je pense que si ça faisait 10 km de plus, il les reprenait un peu comme Roofcroft l'année dernière à l'UTMB sur Cathy. Notre ami David Roche a pété. Alors ça, c'était pas la grosse cote, hein. Il y avait de grandes chances qu'il pète quand même, vu qu'il était parti pour éclater le record. Il y avait une quinzaine de mecs qui étaient sous les temps du record au début de la course. C'est parti à une vitesse de fou et ça a implosé. Ça aussi, c'est un constat. Moi, je pensais que ça serait un peu plus serré. J'avais pronostiqué le top 10 en 15 heures. J'avais dit 7-8 personnes en moins de 15 heures. Bon, finalement, il n'y en a eu que 6. Je crois que c'est Seth Ruling pour son premier 100 miles qui finit 6ème en 14h59. C'est une grosse perf. Et puis derrière, ça prend 1 heure. Le 7ème est à 1 heure derrière, quasiment 57 minutes. Donc ça a vraiment implosé dans tous les sens. Ça, c'est le premier truc que je retiens. C'est cette densité qui pousse les coureurs élites à quand même partir vite. Ils partent en pack. Et du coup, on continue de voir des explosions comme on voyait en 2015, 2016 ou avant. En fait, ça a beau se densifier, ça a beau se tirer vers le haut. On pense qu'avec les connaissances modernes de l'entraînement, du cooling, du rafraîchissement, etc., on va arrêter d'avoir des explosions. Mais là, en fait, les mecs sont trop l'esprit de compète. Et je pense qu'on va continuer dans les années à venir à voir ce genre de fait de course. Et on verra à l'UTMB et aux mondiaux si ça se confirme ou pas. Le deuxième truc que je retiens sur cette western, c'est les ravitaillements des élites. C'est un délire. Ce truc de Formule 1 avec 5-6 personnes autour qui ont tous une tâche, qui sont là pour mettre de la glace, changer le t-shirt, changer la casquette, refroidir, rebooster, repartir. Ça, c'est incroyable. On le voit vraiment que sur cette course. Ça fait vraiment la beauté du truc. Et de toute façon, c'est interdit sur les autres. Puisqu'à l'UTMB, tu as le droit à une seule personne qui fait ton assistance. J'espère que ça restera une différence majeure entre les deux courses. Et surtout, là j'ai un petit conseil. Alors, je suis pas grand monde hein, pour donner des conseils. J'ai fait qu'un 100 km, mais ne faites pas pareil. Un 100 km ou un 100 miles, quand on est un être humain normal, c'est long. Les ravitaillements, c'est là aussi pour se regrouper, retrouver ses proches, son assistance, prendre le temps de éventuellement se nourrir quand on n'arrivait pas à le faire les kilomètres d'avant, bien s'hydrater, repartir la tête froide. Et en vrai, notamment sur un 100 miles, s'il faut s'asseoir, faut s'asseoir. Hein. Je veux dire, pas une minute près. Même si vous êtes sur une course, vous avez le droit d'avoir autant d'assistance. Je suis pas sûr que ce soit un truc à imiter. Et le troisième truc que je retiens, c'est que la western, ça devient un peu aussi le labo de tout un tas d'innovations techniques qu'on va pouvoir observer dans notre sport. Alors évidemment, hein, on a tous vu le maillot de Caleb Olson, le maillot Nike, ACG, All Conditions Gear. Truc un peu original là qui ressemble à un apron. A priori, comment ça fonctionne? Il y a une matière un peu épaisse qui emprisonne l'eau et il y a plein de trous qui permettent de laisser passer l'air. Du coup, ça fait un effet clim. Caleb Olson est passé dans un podcast après la course pour en parler. Il a dit qu'il n'avait même pas le droit de trop expliquer comment ça fonctionnait. Il n'était pas du tout sûr d'avoir le droit. Et que il s'est entraîné qu'une fois avec, parce que ça marchait tellement bien que s'il s'entraînait plus régulièrement avec, son corps allait pas s'adapter à la chaleur et il avait peur de pas avoir les bénéfices nécessaires. Donc il l'a mis qu'une fois pour tester un truc, un proto qui était pas brandé Nike et tout, et c'est tout. Et après il l'a mis le jour de la course. Ça c'est vraiment le truc qu'on a le plus vu. Mais après, un peu plus caché, on a vu aussi tous les coureurs avec des bandanas pour mettre de la glace. Ça c'est un grand classique.
Mais celui de Kilian a un peu retenu mon attention. Ils avaient fait un modèle un peu plus épais que ceux des Américains et qui avait l'air d'être dans une matière un peu plus isotherme. Donc je sais pas trop ce que ça dit. C'est le principe du bandana, c'est qu'en fait on se met du froid sur la nuque, qui est une zone qui vient en fait après contrôler le reste du corps. Et puis surtout, en fondant, la glace elle mouille le maillot, et donc on reste toujours un peu mouillé. C'est ça qui aide à refroidir aussi. Donc voilà. Mais aussi les chaussures. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que il y a 9 membres du top 10 hommes qui avaient des chaussures à super mousse et plaque carbone. Le seul qui n'avait pas de plaque carbone, c'est Kilian Jornet avec la normale Xerac 2. Alors, de là à dire que c'est ça qui lui a fait perdre le temps nécessaire pour gagner les 8-9 minutes, j'irai peut-être pas jusque là, mais en vrai on sait pas. Donc vrai laboratoire de matériel, notamment Chris Myers qui est chez Brooks, qui a fini deuxième. Il avait un nouveau proto développé avec Scott Jurek, une chaussure avec plaque carbone, qui va sortir l'année prochaine je pense. Enfin bref, hyper intéressant, hyper intéressant. Bon, pour parler un peu du résultat et du top 10, alors je le fais de tête, hein. J'ai 0 note, donc vous m'en voudrez pas si je dis si je suis un peu off, j'ai un peu d'écart, mais Caleb Bolson qui gagne en 14h11 à quelques minutes de gym. Bon, c'est à la fois une surprise sur le chrono, mais pas tant quand on connaît le bonhomme. Si vous êtes surpris qu'il soit là, bah c'est que malgré tout vous n'avez pas trop suivi le trail américain et puis le trail tout court en Europe, parce qu'il a éclaté le record de la Trans-Gran Canaria au mois de mars ou avril je crois. C'est un gars qui est vraiment hyper solide. L'année dernière il fait le meilleur chrono pour un rookie, pour un premier participant à la Western de l'histoire, 14h30, 14h40 je crois. Et en fait c'est un gars qui aime plus la montagne et l'aventure, un peu plus typé trailer européen finalement. CF, ma vidéo qui traite du sujet. Mais il a bloqué 2 ans de sa vie pour la Western. Et en gros, c'était cette année ou jamais. Là, il a déjà dit qu'il voulait pas revenir. Il l'a gagné, point barre, il est content. Passe à autre chose. Chris Myers en 2. Ça, par contre, c'est un peu plus une surprise. Moi, je l'aurais mis dans le top 10 pour sûr. Peut-être top 5, mais franchement, hyper costaud. Kilian en 3. Bon, bah, franchement, il fait un chrono qui aurait gagné de nombreuses éditions. 14h17. Il fait, je crois, 1h30 de mieux. 1h40 de mieux qu'à 15 ans. Bon, est-ce qu'il y a encore des trucs à dire sur lui, hein. Vraiment trop solide. Et peut-être qu'il va revenir l'année prochaine, hein, pour enfin avoir ce duel avec Jim. Peut-être, ça serait incroyable. En 4, c'est Jeff Mogavero. Jeff, pareil, première fois à la Western. Il met un peu plus de 14h20, 14h25, 14h30. C'est celui, vous avez certainement vu passer cette vidéo, qui se jette dans une piscine de glaçons à Ravito. Lui, il est chez On. C'était sa première participation. Et c'est incroyable. C'est clairement un gars qui a le potentiel pour aller la chercher l'année prochaine. Donc c'est hyper solide. Et en 5, pour terminer le top 5, Seth Rolling. Première participation. Premier 100 miles. Et il fait moins de 15 heures, 14h59. Donc franchement, pour un premier 160 km, là aussi c'est hyper solide, il a pas déçu, il fait une grosse année. Donc respect. Et enfin dans le top 10, je me souviens plus de tout le monde, mais je voulais souligner quand même Hans Stroyer. Pareil, premier 100 miles de sa vie, première western, et il finit dans le top 10. Il est un peu plus loin quand même en termes de chrono, mais cool aussi, il a entraîné par David Roche, donc il a battu son coach. Et ça fait toujours plaisir. Et enfin, je
voulais souligner le truc qu'a fait Adam Peterman, qui faisait partie des gros favoris, qu'il a gagné en 2022, qui a un très bon chrono. Il revenait en forme et ça s'est pas passé comme il voulait. Et malgré tout, le mec a pas abandonné et il finit juste en dessous des 24 heures. Et à la Western, en fait, il y a deux types de boucles de ceinture quand on finit. Il y a ce qu'ils appellent la Silver Buckle, la boucle en argent, pour les moins de 24 heures. Ça correspond à l'ancien temps historique alloué pour finir la Western. Et puis, il y a la Bronze Buckle, la boucle de bronze. Elle récompense ceux qui finissent en moins de 30 heures. Aussi, petit mot, et ça c'est quand même top, c'est que le dernier à avoir fini a fini en 29 heures, 59 minutes et 48 secondes. Donc il lui restait 12 secondes pour finir, un japonais. Il a fini éclaté. Mais bon, il a fini. Tout le monde était là pour l'applaudir. Donc c'est top. Et cette année, il y avait un partant qui avait 80 ans. Je sais pas s'il a fini. Mais rien que de prendre le départ de la Western à 80 ans, je trouve ça lunaire. J'espère que j'attendrai pas aussi longtemps pour la faire. Ça y est, je suis rentré de footing. Footing terminé. J'ai 8 km à la montre, 50 minutes. Pas ouf, trop chaud. J'ai des douleurs au mollet depuis 2 semaines que j'ai du mal à expliquer. Du coup, je vais voir un angiologue la semaine prochaine pour faire un écho-doppler. C'est des douleurs un peu veineuses. En espérant qu'il n'y ait rien de trop grave. Je suis dégueulasse. Je prends une douche et on parle de la hard rock qui arrive rapidement 11 juillet. C'est bon, la douche est prise. Avant d'enchaîner sur la hard rock qui arrive le 11 juillet, comme je le disais juste avant, un dernier point que je voulais aborder à travers le retour sur cette Western States 2025. Je pense que ce sport va exploser. Alors oui, il y en a plein qui vont me dire il a déjà explosé, etc. Je pense que la France, on est l'un des pays où le début de l'explosion a déjà eu lieu. Mais quand on voit la qualité des contenus qui sont créés autour de la Western, quand on voit l'implication des marques, quand on voit des marques comme Nike qui semblent enfin se réveiller et vouloir investir dans ce sport, quand on voit des boîtes comme On qui ont des ambitions démesurées, et quand on voit surtout les chiffres du live, j'écoutais un podcast de Dylan Bowman Free Trail qui disait qu'il y avait eu 1,2 million de visiteurs uniques pendant le live de la course, que ça représentait 60 années d'écoute. Je trouve que c'est un truc hallucinant. C'est 2 fois plus quand même qu'en 2024. Tous les chiffres, c'est 2 fois plus qu'en 2024. Est-ce que ça s'explique par Kylian Jornet qui est venu cette année? On verra l'année prochaine. Moi, je pense qu'on est au tout début de l'histoire de ce sport. On va voir comment ça évolue dans les années à venir, comment on va faire avec les problématiques de réchauffement climatique, limitation des déplacements, etc. Mais on n'en est qu'au début, et même si le sport a énormément évolué ces 10 dernières années, 10-15 dernières années, je pense vraiment qu'on est au tout début de cette évolution. On va perdre plein de pratiquants en route parce que ça va pas plaire en termes de valeur, etc. Mais je pense qu'on va vivre de belles années avec le trail. Par contre, s'il y a bien une course qui reste ancrée dans son passé, dans son histoire et dans ses habitudes, c'est bien la hard rock. La hard rock, c'est le 2e 100 miles le plus connu des États-Unis, je pense. En tout cas, c'est l'un des 300 miles les plus connus avec la Western, le Leadville et puis du coup la hard rock. La hard rock, ça se passe à Silverton dans le Colorado. C'est celle qui, en termes de kilomètres, ratio de dénivelé, ressemble plus à nos courses européennes. Il y a 10 000 mètres de dénivelé positif et 10 000 mètres de dénivelé négatif. Pas mal de coureurs français et européens qui se sont illustrés sur cette course. Ludo Pomeray est le tenant du titre, il a aussi le record, il a battu le record de Kylian Jornet l'année dernière. On a aussi François Daen qui l'a gagné, il me semble. Aurélien Dunant-Palaz, je crois. Je dis tout ça de mémoire, donc peut-être que je me trompe. Mais
Mais en tout cas, ça réussit plutôt bien en français. Cette année, il y a un gros plateau. Je vais vous en parler dans une vidéo qui sortira la semaine prochaine, semaine de la course, parce qu'il y a plein de trucs à dire sur cette course, que ce soit d'un point de vue historique, et puis aussi sur ses particularités, parce que, bon, bah, ceux qui suivent le trail le savent, mais la particularité de cette course, c'est que c'est plutôt en haute altitude. Pour vous donner une idée, le point le plus bas de la course, c'est le point le plus haut de l'UTMB. Donc il faut vraiment gérer l'altitude, là où la western il faut gérer la chaleur, bah la hard rock il faut gérer l'altitude. Et puis c'est une course qui est restée profondément ancrée dans son territoire local. Il y a que 150 coureurs, ils appellent pas ça une course, ils appellent ça un run. Bref, il y a plein de trucs à dire, donc je vous préparerai ça pour la semaine prochaine. On rentrera un peu plus en détail et puis on fera aussi une revue des favoris parce qu'il y en a quelques-uns cette année, notamment Zach Miller, Germain Grangier, Cathy Scheid, Ludo Pomeray, etc., etc. Donc on verra tout ça la semaine prochaine. Moi, je vais essayer de courir un petit peu ce week-end, mais je suis encore de mariage. On va quand même bien profiter. On se voit dans la prochaine. Ciao.